Bienvenue à tous dans NetPêche Magazine 4. Nous retrouvons Franck Butavant, pêcheur chevronné et spécialiste de la pêche au feeder. Il va nous montrer comment pratiquer une pêche plus fine que l'on ne croit et qu'on retrouve une bonne partie de l'année dans de nombreuses régions ou dans le sud quand les eaux sont froides. Bonjour à tous, bienvenue sur le numéro 4 de NetPêche. On va faire une petite partie de pêche à l'écluse de Saint-Gilles. On va aller voir ma place, mouiller les amorces et voir un petit peu comment on va aborder cette pêche. Alors aujourd'hui, pour notre petite pêche au feeder, on va utiliser 1,5 kg d'amorce, un petit peu de terre si c'est vraiment compliqué. On ajoutera un peu de litou. Et puis dans l'amorce, un petit peu de coriandre, histoire de la faire travailler un peu plus. Alors une bonne amorce feeder, c'est une amorce déjà qui travaille très vite et qui à la fois ne demande pas trop de particules entre deux eaux. Je vais prendre tout simplement 1 kg d'étang et 500 g d'amorce feeder plutôt sombre, donc là c'est de la noire. Pour assombrir tout ça, les eaux sont un peu froides et on va espérer faire quelques petites plaquettes et des carassins bonus s'ils veulent bien être de la partie. Donc on va mettre le kilo d'étang, une amorce qui travaillera pas mal, et une amorce plus collante mais plus sombre pour vraiment assombrir, les eaux sont un petit peu claires encore. Donc on va assombrir ça avec 500 g à peu près, sans se prendre la tête, la moitié d'un paquet d'amorce noire. Voilà, on va brasser le tout. Donc à la fin, on rajoutera un petit peu de coriandre pour faire travailler le mélange. Voilà, comme les eaux sont froides, ça l'aidera à plus péter sur le fond. Voilà. On va le brasser à la main, histoire de pas trop faire de bruit inutile. Voilà. On va en rajouter encore un petit peu. Voilà. On obtient une amorce brun foncé. On va la laisser boire pour que les particules soient bien imprégnées. On remettra certainement un petit coup d'eau. Parce qu'avec avec les eaux froides, c'est toujours un petit peu plus long à mouiller. Et puis voilà. Et là, on va passer à la terre, qui sera plus un petit peu un sauve-misère. C'est-à-dire que si la pêche est compliquée, on essaiera de temps en temps de mettre une petite cage de terre avec le litou que je vais vous montrer, que je vais mettre dedans. Ça apportera un petit nuage et des fois, quand c'est compliqué, ça permet d'avoir quelques touches. Alors là, j'ai à peu près 1,5 kg de terre de somme classique. Voilà. Je vais incorporer à la terre une petite coupelle de litou, histoire qu'elle fume un peu plus au fond pour essayer d'intéresser les poissons qui ne seraient pas présents dans la zone, d'essayer de les rapprocher si jamais c'est vraiment très dur. Normalement, on espère pas s'en servir, mais ça peut vous sauver. Sur des moments compliqués, ça peut réellement être utile. Voilà. C'est un petit peu plus jaune et ça fumera comme il faut sur le fond pour faire un appel de loin. Alors aujourd'hui, on va essayer de pêcher qu'à l'amorce. Si tout se passe bien, on n'aura pas besoin de la terre. Donc on va espérer. Et puis si c'est compliqué, on utilisera notre terre avec le litou. Et pour éviter qu'elle sèche, donc pour éviter de la gaspiller en fin de pêche ou pour pouvoir la garder humide et pour pouvoir la lancer sans que ça se casse en l'air dans le feeder, je vais la mettre dans des petits récipients comme ça. Alors, je vais la mettre dedans. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a déjà, ça prend pas de place sur une desserte, donc c'est pratique. Et puis on a un petit zip tout autour. Voilà, c'est des petits bacs EVA, toutes les marques les proposent à peu près. Et c'est bien pratique parce que la terre ne sèche pas avec le vent et on en a souvent dans le sud, donc c'est bien pratique. Voilà. Maintenant que le premier mouillage est terminé, on va laisser gonfler tout ça, puis on va laisser installer.
on va voir que avec pas grand chose on peut s'installer au feeder et passer un bon petit moment au bord de l'eau. Alors vu qu'on a la chance qu'on ne soit pas en compétition, je vais mettre plutôt dans l'eau. J'aime bien être au ras de l'eau. Au ras de l'eau, c'est quand même bien plus agréable quand on épuise les poissons et puis ça, la bourriche est mieux placée. J'ai des niveaux à bulles sur la caisse pour la mettre bien droite, pour pas avoir mal au dos. Même au feeder, on est en position souvent la tête en avant pour regarder le sion. Et on peut avoir mal au dos au bout de 5 heures de pêche si la caisse est complètement tordue. On le voit beaucoup. Donc je pense que c'est un petit accessoire qui est pas mal. Pour ce genre de pêche, où il y a des plaquettes et où il va falloir un petit peu tirer peut-être sur le feeder pour déclencher des touches, j'aime mieux utiliser des barres assez larges et puis lisses, pas crantées, où à chaque fois il faut lever la canne pour pouvoir tirer. Là, j'ai qu'à faire glisser, c'est plus pratique. Alors l'installation est terminée, donc voilà, des dessertes. Le support, on le réglera quand on aura sorti la canne. Et puis on va passer au montage de canne maintenant. Alors sur mes cannes, je mets des petits pochons pour éviter de casser les poignes qui sont quand même fragiles. Donc ça évite, c'est pas grand chose, et ça évite de ne pas casser. Et puis ça évite aussi surtout les élastiques entourés autour des anneaux, c'est pas forcément top. Alors aujourd'hui, je pense pêcher entre 35 et 45 mètres. Donc pour ça, je vais prendre une canne de 3,60 m avec une action plutôt semi-parabolique, mais qui est un peu nerveuse quand même pour être précis dans mes lancers. Ma manière de lancer fait que je suis plus précis avec des cannes un petit peu plus rigides que plus souples où il faut vraiment lancer en pendulaire et utiliser tout le nerf de la canne. L'action qui sera progressive, l'avantage c'est que on pourra travailler des beaux poissons en pêchant fin. Ça évitera de les casser ou de les perdre en cas de poisson bonus. Il va dire il se croit à la chasse. C'est ça, hein. Ouais. Alors si vous avez des repères, profitez-en. Vous vous en servez pour bien aligner vos anneaux. Et puis s'il n'y en a pas, rien de bien grave. Vous mettez votre canne comme ça, un peu comme un fusil de chasse. Voilà, et vous alignez parfaitement les anneaux. Pour ce qui est du moulinet, je prends toujours des moulinets en taille 4000 à partir du moment où je dépasse 30 mètres. Voilà. À partir du moment où je dépasse 30 mètres, je prends des 4000, je préfère, ça ramène un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus puissant. Et un petit conseil dans vos choix de moulinets feeder, faites attention de ne pas acheter des moulinets qui sont destinés à la pêche à l'anglaise. Parce que sinon l'axe est beaucoup plus faible, sans ramener un flotteur c'est forcément plus facile que de ramener un feeder et vous risquez de l'abîmer et perdre votre argent dans un mauvais achat. Pour ce qui est des sions, on a deux types de matériaux. Alors, il y en a qui sont en fibre, qui sont très très souples, et d'autres en carbone, qui sont plus raides. Donc la différence, pour moi, pour ma part, je pense que le fibre, il est plus fait pour des pêches au nylon. Tendre un petit peu fort son sion, et on verra quand même les touches par rapport à leur souplesse. Et le carbone, c'est plus pour des pêches à la tresse, où les touches sont des fois un petit peu délicates. On a une meilleure visibilité de la touche, ça fait des touches un petit peu plus sèches. Voilà. Et puis quand il y a du vent aussi, il y a un avantage à pêcher avec des sions carbone, c'est qu'on a moins cet aspect qui ballotte. Et donc du coup on ne sait pas quand c'est une touche ou quand c'est le vent. Du coup c'est beaucoup plus pratique. Et donc pour les mêmes sions, donc les mêmes puissances, vous allez voir la différence qu'il y a. Voilà. C'est que par exemple, là on a le carbone, là on a le fibre. En les prenant par le bout,
voilà le fibre, il plie tout de suite. Donc on voit vraiment que c'est beaucoup plus souple et le carbone, il est très droit. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va pêcher à la tresse. Donc on va prendre du carbone et on va pêcher, je pense, avec des cages de 20 et 40 grammes. Donc du coup, pour le 20 grammes, je pense que je vais prendre un 0,5 ose en carbone. Et pour le 40 grammes, je vais mettre un ose en carbone. À savoir que un ose, c'est à peu près 28 grammes, on va dire 30 grammes. Donc à chaque un ose 30 grammes, 2 oses 60 grammes, et puis à chaque fois on rajoute 30 grammes au ose. Si vous pêchez avec des sions trop puissants, le problème qui va se passer, et que vous utilisez une cage donc trop légère, quand vous allez vouloir tendre, le sion étant trop puissant va décrocher la cage du fond. Donc vous n'allez pas réussir à prendre un bon contact. Donc ça c'est important. Et des fois on est forcé de pêcher avec des cages de 40 grammes avec un sion un peu fort, surtout chez nous dans le sud où il y a souvent du mistral. C'est juste pour voilà, pas avoir cet effet de fausse touche et ferrer dans le vide pour rien. Donc au final, ce qu'il faut, c'est avoir un sion qui permet de prendre le contact avec le feeder sans pour autant le faire bouger, mais qui soit assez tendu pour lire la touche. Et pas trop tendu non plus, pour pas que le poisson le sente. Alors pour reconnaître un sion en fibre d'un sion en carbone, c'est très simple. Quelle que soit la marque de vos cannes, le sion en carbone sera tout noir, tandis que le fibre sera noir donc parce qu'il sera peint, mais il sera blanc sur la base, tout simplement. Pour ce qui est de la puissance des sions, pour tout ce qui est eau close, petit canal, étang, enfin, tout ce qui est eau morte, on va dire, les sions peuvent aller de, on va dire, 0,5 à 2 oses. Alors, on trouvera toujours en principe notre bonheur dans cette gamme là-dessus. Et puis pour ce qui est des pêches en rivière, un petit peu style le Rhône, puis la Seine, tout ce genre de choses, je pense que si ça court pas trop, ça démarrerait à 2 oses. Et puis si c'est vraiment comme le Rhône, où des fois on peut pêcher jusqu'à 200 grammes, on peut aller jusqu'à 5-6 oses pour avoir un sion, pour pouvoir avoir de bonnes lectures de touche. Donc là on peut voir qu'avec le même matériau, des puissances différentes, on n'a pas du tout le même angle de pli. C'est vraiment différent. Comme quoi ça a vraiment une importance de choisir son bon sion. C'est un peu comme un flotteur au cou à l'anglaise. Le flotteur, c'est les sions. Et pour vos sions, plutôt que de les laisser dans les petits tubes d'origine et avoir plein de tubes qui traînent partout, les marques vous proposent des tubes rigides maintenant pour les rassembler. Et bien souvent, quand vous prenez une gamme de cannes, tous les sions s'adaptent ensemble. Donc ça vaut le coup d'acheter un petit tube pour les protéger. Ça évite de les casser, ça ne coûte pas énormément cher, ça va coûter 20-30 € au maximum. Et ça permet de ne pas casser vos sions qui coûteront bien plus cher au final, je pense. Alors là qu'on a fini de passer la tresse dans les anneaux, on va faire une petite, pas réellement une arrachée, mais une tête de ligne. Voilà. Je vais vous montrer ça. Alors là, on fait avec la tresse. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, il y en a des plus compliqués, mais là je vais vous montrer le plus simple et le plus pratique à faire au bord de l'eau. Donc là, vous faites une boucle avec la tresse. Faites un nœud en 8. Pour faire la... Hop, voilà. Vous la faites d'à peu près 5 cm, ça suffit. Le petit excédent de tresse, voilà, vous le coupez. Donc là, vous avez une boucle avec la tresse. Tout simple. Vous prenez du nylon. Alors là c'est du 22 centièmes. Là, je vais faire une tête de ligne en 22 centièmes. Alors dans la boucle qu'on a fait juste avant, je fais un nœud cuillère
avec mon nylon. Je mouille pour pas qu'il s'échauffe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, vous coupez, mais pas à ras. Pour laisser quelque chose de souple, pour que ça passe dans les anneaux, sans trop freiner la cage quand elle partira. Et alors là, la longueur que je vais utiliser, c'est la longueur d'une canne, à peu près. Alors je vais faire la longueur d'une canne. Comme on ne va pas forcément pêcher très loin, je ne veux pas qu'elle soit trop courte pour une tête de ligne, pour avoir quand même un peu de souplesse, surtout sur le ferrage, pour pas que ça soit trop brutal pour le poisson. Et de le perdre, de toute façon on risque de pêcher avec des balines en 10-12 centièmes si c'est difficile. Donc voilà, on prend la tête de ligne et en haut à ras et je coupe au talon. Parce qu'après, en montant la ligne, on va perdre un petit peu et on va arriver peut-être ici. Donc pour les accessoires, rien de bien sorcier. Il faut des stop flottes. Donc là, vous mettez un stop flotte. Après, on va chercher, alors, donc le stop flotte et mes rayons. Un autre stop flotte. Voilà, hop, un stop flotte, un émerillon classique, un autre stop flotte. Et puis alors là, on va faire simple. Il faut tresser. Alors, il y en a beaucoup qui se posent la question, comment on tresse? C'est simple. Il faut s'imaginer qu'on veut une tresse à peu près de 12 cm, 12-13 cm. On prend donc, on laisse un peu de nylon, on prend au milieu. Alors on remonte un peu le stop flotte pour ne pas être gêné. Vous faites tourner le nylon dans les doigts. Et en fait, donc là, vous faites tourner. Tout simplement, et ça se tresse tout seul en fait. Juste en faisant tourner. Vous pouvez faire ça. Hop, voilà. Alors vous faites toujours plus long. Parce que le fait de faire la boucle en 8 après, ça va réduire vachement votre tresse. Donc là, une fois que vous avez ça, donc il y a à peu près 15 cm à l'arrivée. Donc vous faites ça. La boucle en 8, donc là, tac, on repasse dedans. Et là, on fait attention en serrant d'avoir la longueur qu'on veut. Donc là, hop, là je suis bon. On humidifie toujours pour ne pas faire chauffer le nylon. Et voilà. Donc comme on peut voir, la tresse elle continue au-dessus de mon nœud. Donc là, hop, et celui-là, on le coupe à ras. Tac. On vient faire descendre le stop flotte sur le petit tressage. Il y a l'autre d'en haut. Celui-là, on va expliquer après comment l'utilité qu'il en a. Là, j'ai un autre émerillon auquel j'ai mis une agrafe. On va revenir plus tard pour expliquer pourquoi il y a l'agrafe en bas plutôt qu'en haut.
Voilà. Alors là, on a un montage dit hélicoptère. Donc en fait, la cage va venir s'accrocher là. Et le bas de ligne ici. Il faut écarter plus ou moins les stop flottes. Et le bas de ligne en fait va tourner au lancer. Donc pour ça qu'il est dit, il est appelé hélicoptère. Et en fait, l'avantage de ce montage, c'est que si on a envie de le changer en cours de pêche, c'est-à-dire qu'on veut changer, mettre plutôt la cage en haut pour avoir un montage plus à plat pour des poissons un petit peu plus jolis, c'est tout simple. La graffe qu'on a mis en bas, en fait, elle se lève du premier émerillon qu'on avait mis en bas. On vient le positionner sur celui d'en haut. Hop. Et là, on accroche là, on monte la crotte de souris. Là, on a la cage. Et puis là, on a le bas de ligne. Donc du coup, on a un montage à plat. Tandis qu'inversement, en bas, on aurait eu plus une petite potence. Donc pour les petits poissons, c'est un peu mieux adapté. Donc avec un montage, donc une canne, on a deux solutions. Pêcher les gros poissons ou les petits poissons. C'est tout simple, il n'y a rien de bien sorcier. Mais essayez-le et on en parlera sur Facebook, voir si vous êtes satisfait du montage. On va passer au deuxième mouillage pour avoir le résultat final du mélange qu'on veut avoir. Alors là, il faut y aller doucement parce que le deuxième mouillage, c'est toujours plus délicat. Il ne faut jamais beaucoup en remettre. Alors là, je mouille de façon classique. C'est-à-dire que c'est mouillé que je puisse faire une boule, que ça colle normalement. Alors là, si j'avais eu des verres à rajouter, j'aurais beaucoup moins mouillé mon amorce pour la simple et bonne raison que les verres ou même les pinkies congelés qu'on stocke souvent dans l'eau, on détrempe l'amorce. Donc on a une amorce pâteuse qui travaille plus du tout sur le fond. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'aurais mouillé un peu plus sec. Là j'ai mouillé de façon classique comme on mouillerait à la canne. Comme aujourd'hui on va utiliser presque exclusivement du pinky, des casters et des gozzers pour l'hameçon, on n'a pas besoin d'avoir une amorce trop sèche. Maintenant que le mouillage est comme on le veut, on va rajouter la coriandre que je disais au tout début pour faire travailler le mélange un peu plus vite avec le froid. Donc une coupelle pour 1,5 kg d'amorce, ça suffit. Alors là on a rajouté de la coriandre, on peut très bien rajouter du chènevis grillé ou du lin. Voilà, toutes sortes de choses qui vous font vraiment pétiller l'amorce. Alors maintenant que le mélange est terminé, on va le placer dans un petit bac qui sera bien pratique pour remplir les cages quand on sera sur notre installation. Voilà. Alors, avec 1,5 kg d'amorce sèche et on va dire 1 kg de terre, normalement on a de quoi s'amuser. On va espérer faire des poissons. Et maintenant on va aller vite sonder pour voir la distance où on va pêcher. Alors maintenant on va passer à la partie du sondage, une chose qui est très importante. Bon là l'avantage c'est que je connais bien le parcours, donc on va dire que je ne pars pas dans l'inconnu, mais je vais quand même sonder pour vous montrer un petit peu le principe qu'il faut faire pour aborder un sondage. Alors on va commencer. Voilà, là je suis à une quarantaine de mètres. Voilà, là j'ai compté 5 secondes. Donc je pense qu'à 40 mètres, avec mes secondes à moi, on n'a pas tous la même façon de compter, donc ça peut varier. Mais je pense que là on est à peu près aux alentours des 3,30 m, 3,50 m de fond, à peu près à 40 mètres du bord. Donc là on va dire, on n'est pas encore dans le plus profond du parcours, parce que le parcours fait un genre de... ça fait un peu une cuvette. Donc le milieu, je pense qu'à peu près à 35 mètres, on sera
30-35 mètres, on sera dans le plus profond. Alors là, je vais relancer un petit peu plus court, voir si effectivement il y a un petit peu plus d'eau vraiment au milieu. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 6 secondes, on est au fond. Donc là, on a encore 6 secondes pour descendre. Donc on voit que c'est à peu près quand même plat. On va essayer de relancer un coup encore un petit peu plus court pour voir s'il y a un peu plus ou si c'est pareil. Et si c'est pareil, ce qu'on fera, c'est qu'on tablera à 40 mètres la pêche. Alors là, je vais lancer presque au ras de la berge ou à 10-15 mètres de la berge pour vous montrer que effectivement on n'a plus 6 secondes. Ça va vraiment arriver presque au fond directement. Donc ça prouvera vraiment que ça remonte vraiment beaucoup. Alors là, on a 2 secondes de moins à, on va dire, une quinzaine de mètres de la berge. Donc on n'est pas dans le plus profond. Et comme là les eaux sont froides, je vais privilégier la partie profonde. Donc je vais pêcher à 40 mètres, ça sera certainement une bonne distance. Alors pour le sondage, comme on a pu voir, il n'y a rien de bien précis. Mais ça donne une idée. Ça ne sera pas aussi précis qu'un sondage à la canne, c'est sûr. Mais ça vous permettra quand même de plus ou moins comprendre les différentes profondeurs qu'il peut y avoir à telle ou telle distance. On a sondé, j'ai clippé. Je vais essayer de regarder à quelle distance à peu près j'ai clippé. Donc la zone où je vais pêcher. Et je vais vérifier, voir si c'est bien à 40 mètres à l'œil. Et pour cette précision, pour vraiment connaître la distance, je vais utiliser mon système d'haltère. Pour mesurer les distances de pêche, étant dans le sud et qu'on a souvent des sols très secs et qu'on ne puisse pas planter les piquets qui se vendent dans le commerce, j'ai fait bricoler par un ami un système d'haltère tout simple. Il me les a en gros soudés. Ça fait que j'ai une cordelette de 5 mètres, mes 2 haltères avec les crochets que je vais venir mettre la cordelette. J'ai qu'à les poser au sol, ça ne bougera pas. Et puis je fais les tours, donc 5 mètres par 5 mètres. Et j'arrive aux distances précises que je veux, sans m'embêter à devoir les taper pour rentrer dans le sol, qui est quasiment impossible chez nous. Alors sur la canne qui était sondée, j'ai regardé, on était à 38 mètres à peu près, donc je l'ai réglé à 40. Et là je vais faire pareil sur la deuxième pour avoir vraiment la distance exacte sur les 2 cannes. 5, 40. Donc là j'ai fait mes 4 allers-retours, donc j'ai mes 40 mètres. Et en fait, donc là je clippe par rapport au piquet, je clippe au moulinet. Du coup, j'ai bien 40 mètres de mon feeder à mon moulinet. Donc quelle que soit la longueur de canne. Alors pour les èches, rien de compliqué. Des pinkies rouges. Des gauzeurs rubis pour mettre à l'hameçon. Des casters pour mettre avec des pinkies dans l'amorce. Et puis des terreaux pour juste mettre à l'hameçon au cas où on ait la chance d'attraper des carassins bonus. Voilà. Alors maintenant, place à l'amorçage. On va mettre quelques pinkies au départ. Une petite pincée et une petite pincée de caster. Et puis après on avisera à mettre plus ou moins si on a de la touche. Un point important, c'est d'essayer de garder toujours son repère et d'essayer de mettre toujours le plus précisément possible sur le repère. Et ça sera un gage de réussite. Au feeder, plus vous serez précis dans vos lancers, avec votre repère bien pris en face, plus vous serez précis, plus vous aurez des touches.
On laisse la cage arriver au fond. Et puis au bout de quelques secondes, on donne 2-3 petits coups secs et puis on ramène et tout est vide. Si vous ne donnez pas ces 2 petits coups secs, le problème c'est que vous risquez, si vous avez un peu trop serré votre amorce, de la ramener. Donc d'en tirer sur toute la longueur et c'est pas forcément conseillé. Voilà, après une dizaine de cages, je vais mettre le bas de ligne et puis on va essayer de faire quelques poissons. Alors j'utilise des bas de ligne de 50 cm auxquelles je rajoute une rallonge de 20 centièmes sur 50 cm aussi, ce qui me permet d'avoir un bas de ligne de 1 mètre. Et si je venais à vouloir raccourcir mon bas de ligne, je vais plutôt raccourcir mon bas de ligne fin plutôt que la rallonge que je rajoute. Parce que la rallonge que je rajoute va me servir à bien étaler l'hameçon sur le côté de la cage. Donc cette rallonge vous servira en gros d'anti-emmêleur. Et quand vous pêchez, là où il y a un réel intérêt, c'est quand vous pêchez avec des bas de ligne en 10-12 centièmes, ça évite d'avoir un bas de ligne de 1 mètre qui vrille très vite quand on le ramène. Alors l'avantage, c'est que vous avez que des bas de ligne de 50 cm à monter et vous avez plus des 80, 1 mètre, toute une panoplie d'hameçons à monter. Ça sera économique, vous aurez moins de pochettes d'hameçons à acheter. Et puis ça sera beaucoup plus pratique en cours de pêche, vous le verrez. Essayez, c'est l'adopter. Alors on va partir avec un Gozer Ruby. C'est un peu une neige passe-partout. Et s'il y a quelques gardons qui traînent, il n'y aura pas mieux. C'est parti. En premier lancer, un poisson. Donc on va espérer que ça dure. C'est de bon augure. Un beau gardon. Hop. Très très beau gardon, comme quoi un rubis pour les gardons, il n'y a quand même pas mieux. On va essayer d'en attraper d'autres. Alors là vous voyez le positionnement de la canne comparé à ce qu'on aurait pu voir à l'époque au tout début du feeder. Les pêcheurs se mettaient presque parallèles à la berge, alors que maintenant on utilise plutôt les supports plutôt droits, quoi. Donc on est presque dans l'axe du feeder, on est légèrement incliné. C'est vrai qu'on voit quand même les touches, on est plus réceptif au ferrage. Et l'avantage c'est que vous ne bougez pas votre cage quand elle arrive au fond, vous ne la tirez pas et donc vous ne laissez pas de l'amorce traîner de partout. Donc vous lancez, vous la mettez presque droite, ça a l'avantage de ne pas faire bouger votre cage. Alors là on va voir comment bien noyer sa bannière. Vous voyez, il y a un petit peu de vent, donc il faut vraiment arriver le plus tendu possible pour vraiment vite la noyer pour éviter que ça fasse une anse. Hop, et vous la plongez dans l'eau. Vous mettez la canne bien basse dans l'eau et tout doucement, vous moulinez tout doucement pour être tendu, sans bouger la cage. C'est le plus important. Et là, c'est noyé. Après, vous posez la canne sur le support. La canne est bien ras de l'eau. Voilà. Et je mets toujours le premier anneau dessus. Au moins, si on a une touche, un peu de gros poisson, on a peu de chance de perdre la canne. Alors si vous ne faites pas cette étape de noyer la bannière, vous verrez très mal les touches, vous ramènerez les asticots mangés et tout sans avoir vu la touche. Alors là, sur les premiers poissons, j'ai raté 2 touches.
du coup j'ai changé de cage. J'ai mis une cage beaucoup plus légère, donc moitié moins de poids. Donc 20 grammes au lieu de 40. Et j'ai un sion de 0,5 Oz. Et là la touche a été un petit peu plus jolie. Et on a fait un beau rectangle. Donc là on va voir si on a fait les bons choix en allégeant la cage et en prenant un sion plus fin. Alors voilà, on a changé d'èche, on est passé au ver de terre et on a fait un petit carat de Saint-Gilles. On espère qu'il y a ses frères et sœurs. Alors là on a une belle touche, ça se conclut par un beau poisson. On va voir si on va le sortir maintenant. Chose qu'il faut faire attention quand on travaille un beau poisson, pensez à défaire l'anti-retour si vous n'utilisez pas le frein. Moi j'utilise pas le frein, j'ai l'anti-retour, ça fait que si j'ai un rush, ben, je peux lâcher du lest. On va voir ce que c'est, ça a l'air joli. Une belle brème. Magnifique brème. Magnifique. Un beau poisson. Très très beau poisson. Une belle brème. Pris au terreau. Bon, on espère qu'il y en a d'autres. On va aller voir. Alors pour écher les vers de terre, j'aime bien faire une chose pour qu'ils bougent vraiment bien et puis qu'ils libèrent un peu leur jus. Voilà, donc pour lécher, je le pique sur la pointe. Je le repique sur son autre pointe. Voilà. Et là, comme on peut voir, il est un peu emprisonné, quoi. Donc là, vous le coupez. Et puis là, il va vachement bien bouger. Et puis il y a un petit peu de jus qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais pour les brèmes. Voilà, vous voyez comme il gigote. Voilà, deuxième joli poisson. J'ai un petit peu grossi le volume de cage pour pouvoir alimenter un petit peu plus le coup. Voilà. Une jolie brème. C'est une brémette. J'ai changé les appâts, j'ai mis les pinkies. Voilà. Alors là, comme des beaux poissons ont l'air de s'installer sur le coup, j'ai un petit peu grossi la cage pour pouvoir descendre un peu plus d'èche, pour pouvoir laisser en place un petit peu plus longtemps là-bas pour éviter de trop mettre de farine et attirer les petits poissons. On va essayer de se concentrer pour prendre les gros.
Alors là, je pêchais avec le montage hélicoptère. Et là, ça fait un moment que j'ai des touches, mais ça ne suit pas, j'arrive pas à ferrer le poisson. Donc je vais passer mon agrafe en haut pour passer en montage à plat. Et on va voir s'il y a une différence sur les touches et voir si on fait les poissons. Une fois que j'aurai mis mon montage à plat, je vais pêcher au terreau pour essayer de prendre du beau poisson. Alors on va faire un petit point sur les cages que j'ai utilisées. Alors c'est simple, il y en a deux. Donc c'est un moyen volume et un petit volume. Les deux sont en plastique avec un plomb terminal pour faire des lancers précis. Et elles ont l'avantage d'être molles, donc pour pouvoir serrer l'amorce dedans si on le veut. Et elles ont aussi un autre avantage, c'est que quand on pêche des parcours où il y a des accros et tout ce genre de choses, en la ramenant, elle remonte très vite. Donc du coup, ça évite de perdre des cages dans des cailloux, dans des branches. Des fois, ça sauve la mise. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour les pêches dans les plans d'eau profonds. C'est une astuce que pas mal de monde connaît maintenant, mais pas tout le monde. Donc, cette cage-là, je l'ai transformée avec une gaine thermo-rétractable, donc que j'ai mis et que je trempe dans l'eau bouillante. Et donc ça se rétracte et du coup on a des trous beaucoup plus petits. Ça fait qu'on a les appâts qui sont mieux emprisonnés dedans et on laisse moins de particules dans la couche d'eau. Ça permet de vous plaquer l'amorce un peu mieux au fond, de ne pas trop vous faire décoller les poissons et d'avoir les touches beaucoup plus vite et pas des touches à la descente et qu'on rate les poissons. Voilà, dernier poisson de la journée. On aura passé une après-midi agréable et on va faire un bilan. Alors pour ce qui est de la partie hameçon, j'utilise les hameçons que j'utilise tout simplement à la canne. C'est des hameçons plutôt ronds, avec une ouverture un peu grande et avec des palettes un petit peu conséquentes pour pouvoir quand même monter du 12 centièmes sans qu'il y ait de risque que ça se décroche. Et c'est des hameçons classiques comme la pêche au cou. En taille d'hameçon, en règle générale, on attaque à 18, 16 et 14 pour les pêches, on va dire en étang, des pêches classiques, de brème, voilà, de pêche classique. Et après en rivière, on a tendance à aller jusqu'au numéro 10. On peut aller, voilà, 12, 10. Pas forcément monter avec de très gros fils, mais c'est pour pouvoir mettre de grosses bouchées et pour pouvoir sélectionner vraiment la taille des prises en rivière. Alors petit bilan de cette petite partie de pêche, on a pêché environ 3 heures. On a passé un bon petit moment. Alors au début de la pêche, j'ai pêché avec le montage hélicoptère. J'avais des touches, j'avais beaucoup de ratés, donc ça allait pas.
Donc du coup, le fait de pouvoir modifier mon montage, je suis passé à plat, donc le montage à plat classique. Au début on mettait des èches, ça allait. Après ça s'est durci, donc j'ai commencé à mettre une petite cage de terre. Bon, on arrivait à faire un petit peu du poisson. Après ça s'est encore calmé, alors je mettais carrément plus rien dans les cages, je pêchais cage vide. J'ai refait quelques poissons et puis de temps en temps une cage d'amorce, une cage de terre, plus d'amorce, plus rien. Les èches, au bout d'une heure et demie de pêche, j'en ai quasiment plus mis. Ça allait pas, ça créait beaucoup de touches, mais des fausses touches. Alors beaucoup de fausses touches, et ce qui est normal, quand on pêche en eau froide comme ça, déjà, on a eu pas mal de touches. Le temps a été clément, on a eu pas mal de touches malgré la fraîcheur. Et bien maintenant, on va aller voir notre bourriche finale. Voilà, une petite pêche en eau froide, plutôt sympathique, de la touche, des brèmes, des petites brèmes, des gardons, un petit mulet et un petit carassin. Voilà, un petit peu de tout, une pêche variée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi à pêcher, que vous aurez appris plein de choses. Et je vous dis à bientôt sur Net Pêche. Merci Franck pour tous ces conseils. Nul doute que nos spectateurs ont hâte de te revoir dans une nouvelle vidéo. Merci à toutes et tous à nouveau de nous avoir fait confiance. Et nous vous disons à très vite dans un nouveau numéro.